Ma tante riche m'a tout laissé, une grande maison et 2 millions de dollars. Mes parents qui m'ont abandonné il y a 15 ans sont soudainement apparus à la lecture du testament. Nous sommes vos tuteurs, ont-ils souri. Mais quand mon avocat est entré, ils sont devenus pâles. Je m'appelle Hélène, j'ai 28 ans, et hier, je suis devenu millionnaire. Ma tante Vivien m'a tout laissé, 2 millions de dollars, son manoir victorien et ses parts dans son entreprise. J'étais encore en train de digérer mon chagrin lorsqu'ils sont entrés. Mes parents, ceux-là même qui m'ont abandonné il y a 15 ans sans un au revoir. Ils ont souri comme si rien ne s'était passé. Nous sommes vos tuteurs, a annoncé ma mère avec douceur. Puis mon avocat est entré dans la pièce et leurs visages sont devenus livides. Avant de plonger dans cette histoire folle, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Appuyez sur ce bouton j'aime si vous avez déjà eu affaire à des membres de votre famille toxique et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de conteurs. Je me souviens d'une époque où ma vie était normale jusqu'à mes 13 ans. Je vivais dans un modeste appartement de 2 chambres avec des parents qui semblaient m'aimer. Papa travaillait comme chef des ventes dans une concession automobile locale, et maman enseignait au CM1 dans l'école élémentaire d'Aix-en-Grave-Côté. Nous n'étions pas riches, mais nous avions assez. Les soirées cinéma du vendredi avec du pop-corn au micro-ondes, les séjours de camping d'été dans notre tente d'occasion, les matins de Noël avec du chocolat chaud et des brioches à la cannelle. Mais il y avait des signes que j'étais trop jeune pour reconnaître. Les disputes chuchotées derrière les portes closes qui devenaient plus fréquentes. Les appels téléphoniques mystérieux que mon père prenait dehors. Le nombre croissant de quarts de travail supplémentaires qui le faisaient rentrer à la maison sentant la cigarette et l'alcool au lieu du produit de polissage pour voiture. Mon père avait toujours aimé jouer occasionnellement au poker entre amis. Cela semblait inoffensif au début. Puis ces jeux amicaux se sont transformés en voyages le week-end à Atlantic City. J'ai surpris ma mère pleurer une nuit, le suppliant d'arrêter avant que nous ne perdions tout. Il avait promis qu'il le ferait, mais les promesses étaient comme de la petite monnaie pour mon père, facilement dépensée et rapidement oubliée. Maman a aussi changé. Ses sourires éclatants se sont estompés. Elle appelait plus souvent malade au travail, passant ses journées au lit avec les rideaux tirés. Le réfrigérateur se vidait et quand je demandais des courses, elle me criait de me débrouiller avec ce que nous avions. Certains jours, elle me fixait comme si elle essayait de mémoriser mon visage, puis éclatait en sanglots et s'enfermait dans la salle de bain. J'essayais d'être parfaite. Je maintenais mes notes élevées, nettoyais l'appartement sans qu'on me le demande, et ne me plaignais jamais de porter les mêmes vêtements jusqu'à ce qu'ils soient filés. Je pensais que si j'étais assez bonne, tout redeviendrait normal. Le jour de leur départ reste gravé dans ma mémoire avec une clarté douloureuse. C'était un mardi d'octobre, exceptionnellement froid pour le début de l'automne. Je me suis réveillé tard car maman n'était pas venue me rappeler l'école. L'appartement semblait différent immédiatement, trop calme, trop vide. La porte de leur chambre était ouverte, ce qui était étrange car maman la gardait toujours fermée pendant ses mauvais jours. Les portes des placards étaient également béantes, la moitié des cintres vides. Les tiroirs de leur commode tirés, quelques chaussettes oubliées restant. Sur le comptoir de la cuisine, j'ai trouvé une note d'une seule page, écrite par ma mère. « Hélène, nous ne pouvons plus faire ça. Ta tante Vivien s'occupera de toi. Nous sommes désolés. » En 16 mots, 13 années s'étaient résumées. J'ai appelé le téléphone portable de ma mère à plusieurs reprises, chaque sonnerie sans réponse serrant ma poitrine. J'ai essayé le numéro de mon père, mais il avait déjà été déconnecté. J'ai cherché des annuaires, des contacts d'urgence, tout ce qui pourrait m'aider à comprendre ce qui se passait. J'avais rencontré tante Vivien seulement 2 fois auparavant. C'était la sœur aînée de mon père, une femme d'affaires sévère qui vivait dans un autre état. Elle ne s'était jamais mariée, n'avait jamais eu d'enfant, et selon mes parents, n'avait jamais approuvé leur mode de vie. Je n'avais aucun moyen de la contacter, et aucune idée si elle savait même ce que mes parents avaient fait. J'ai passé cette nuit-là seule, effrayé de dire à qui que ce soit ce qui s'était passé. Et s'ils me mettaient en famille d'accueil? Et si mes parents revenaient et que j'étais parti? J'ai survécu avec des céréales et je me suis endormi en pleurant sur le canapé du salon, attendant au téléphone. Le 2e jour, le propriétaire a frappé, exigeant le loyer en retard. Quand je lui ai dit que mes parents étaient partis, il m'a regardé avec suspicion et a mentionné quelque chose à propos d'appeler les services sociaux. Le 3e jour, j'ai finalement appelé ma conseillère scolaire, qui a immédiatement impliqué les services de protection de l'enfance. La travailleuse sociale qui est venue, mademoiselle Dawson,
avait des yeux gentils et une voix qui me rappelait des couvertures chaudes. Elle a passé des appels, a tiré des ficelles, et a réussi à localiser tante Vivien. Votre nièce a été abandonnée, ai-je entendu mademoiselle Dawson dire au téléphone. Les alternatives sont la famille d'accueil où il y a eu une longue pause. Je comprends que c'est soudain, mais elle n'a personne d'autre. Encore une pause. Demain matin serait le mieux. Elle ne peut pas rester seule dans l'appartement une nuit de plus. Tante Vivien est arrivée le lendemain dans une élégante voiture noire qui semblait déplacée dans notre quartier. Elle portait un tailleur gris anthracite et des perles, ses cheveux argentés attachés en un chignon serré. Son expression en me voyant n'était ni de la joie, ni même de la pitié. C'était de la détermination mêlée de résignation. « Emballe ce que tu peux porter », a-t-elle ordonné, sa voix sèche mais pas méchante. Le reste pourra être expédié plus tard. Les travailleurs sociaux se sont occupés des formalités administratives pendant que je remplissais une seule valise de vêtements et que je fourrais mon sac à dos d'albums photos et de mes livres préférés. J'ai laissé derrière moi ma chambre d'enfance avec les étoiles phosphorescentes toujours collées au plafond. Le trajet jusqu'à la maison de tante Vivien a duré 3 heures. Elle ne parlait pas beaucoup, sauf pour me demander si j'avais faim ou si j'avais besoin d'aller aux toilettes. J'ai regardé par la fenêtre, regardant mon monde s'éloigner littéralement dans le rétroviseur. La procédure de tutelle légale était compliquée. Il y a eu des comparutions au tribunal, des entretiens avec des juges, plus de travailleurs sociaux, et des évaluations psychologiques. À travers tout cela, tante Vivien est restée inébranlable, sinon particulièrement chaleureuse. Elle a engagé d'excellents avocats et n'a jamais suggéré de m'envoyer ailleurs, même lorsque le processus devenait long et difficile. Mes parents ne se sont jamais présentés à aucune audience. Le tribunal a essayé de les localiser pour mettre fin officiellement à leurs droits parentaux, mais ils semblaient avoir complètement disparu. C'était comme s'ils n'avaient jamais existé. L'abandon a laissé des blessures que la thérapie n'a pu guérir que partiellement. Pendant des années, je me suis réveillé au milieu de la nuit, convaincu d'avoir entendu la porte d'entrée s'ouvrir, qu'ils étaient revenus pour expliquer que tout était une terrible erreur. J'écrivais des lettres que je n'envoyais jamais parce que je n'avais pas d'adresse où les envoyer. Je scannais les foules dans les centres commerciaux. Bien sûr, j'avais aperçu le profil de ma mère ou la démarche distinctive de mon père. Le thérapeute, que tante Vivien avait engagé, Dr. Freeman, m'a aidé à comprendre que leur départ n'avait rien à voir avec moi. Les adultes prennent des décisions d'adultes basées sur des problèmes d'adultes. Elle disait, les enfants s'en prennent à eux-mêmes parce que cela leur donne un sentiment de contrôle. Si c'était de votre faute, vous pourriez la réparer, mais ce n'était jamais à vous de réparer, Hélène. Des paroles logiques que mon cœur a refusé d'accepter pendant de nombreuses années. Avec le temps, ma recherche désespérée a ralenti. Pour mon 18e anniversaire, j'avais arrêté de me retourner chaque fois que quelqu'un appelait mon nom dans des lieux publics. À 20 ans, j'avais arrêté de rédiger des conversations imaginaires pour nos retrouvailles. À 25 ans, j'avais accepté que les parents que je connaissais étaient effectivement partis pour toujours. À travers tout cela, tante Vivien est restée, pas chaleureuse, pas affectueuse, mais fiable, solide comme un roc. Elle n'a jamais une fois manqué à une promesse, jamais manqué un rendez-vous, jamais manqué de fournir ce dont j'avais besoin. C'était une sorte d'amour différente de celle que j'avais perdue, mais elle était réelle. Déménager chez tante Vivien a été comme être transplanté dans un pays étranger. Son manoir victorien était situé sur 2 acres de terrain méticuleusement aménagés avec une clôture en fer forgé entourant la propriété. Ma chambre était plus grande que tout notre ancien appartement, avec de lourds rideaux de velours et un lit à baldaquin antique qui me donnait l'impression d'être entré dans un drame d'époque. Les règles étaient nombreuses et strictement appliquées. Petit déjeuner à 7 heures précises, lit fait avant de partir pour l'école. Pas de chaussures sur les parquets. Pratique du piano pendant 1 heure par jour, que je montre du talent ou non. Devoir terminer au bureau, pas sur les lits ou les canapés. La conversation du dîner devait inclure au moins un sujet d'actualité et une réussite personnelle. Pas de télévision en semaine. J'ai enfreint toutes les règles le premier mois, testant les limites, espérant peut-être inconsciemment être renvoyé avant d'être à nouveau abandonné. Mais tante Vivien n'a jamais menacé de me chasser. Au lieu de cela, chaque infraction entraînait des conséquences logiques. Retard au petit déjeuner. Pas de petit déjeuner et un rappel que la cuisine fermait à 7h30. Devoirs incomplets. Mes projets du week-end étaient annulés jusqu'à ce que les devoirs soient terminés à sa satisfaction. Derrière son extérieur rigide, cependant,
j'apercevais parfois quelque chose d'inattendu, comme lorsqu'elle m'a trouvé en pleurs devant une photo de mes parents le jour de leur mariage. Et au lieu de me gronder pour m'attarder sur le passé, elle m'a silencieusement tendu un mouchoir et s'est assise à côté de moi jusqu'à ce que les larmes s'arrêtent. Ou quand j'ai raté un test de mathématiques malgré des heures d'études, et qu'elle a engagé un tuteur plutôt que de critiquer mon intelligence. Tante Vivien avait bâti sa fortune à partir d'un petit héritage, transformant un magasin d'articles ménagers local en une chaîne de 30 boutiques de décoration haut de gamme dans 3 États. Elle travaillait de longues heures, mais revenait toujours pour le dîner, apportant souvent des documents à compléter par la suite. Les week-ends, elle m'emmenait avec elle lors de réunions d'affaires, s'attendant à ce que j'observe et apprenne. Regarde comment les gens négocient, m'instruisait-elle. Remarque qui parle en premier, qui concède des points, qui maintient le contact visuel. Le commerce est de la psychologie humaine appliquée au commerce. L'éducation était primordiale dans son système de valeurs. Lorsque l'école publique locale s'est avérée inadéquate, elle m'a inscrite à la Westfield Academy, une école privée avec de petites classes et des attentes élevées. La transition a été difficile. Mon ancienne école ne m'avait pas préparé à la rigueur académique et les autres élèves venaient de familles riches avec des expériences de vie très différentes. J'ai lutté avec le programme initialement, passant des heures à mon bureau tout en essayant de rattraper. Il y a eu des nuits où j'ai voulu abandonner, convaincu que je n'appartiendrais jamais à ce monde de privilèges et de préparation. Mais tante Vivien n'acceptait pas la reddition. Tes circonstances ont changé sans que tu y sois pour rien, m'a-t-elle dit un soir alors que je sanglotais devant des preuves de géométrie. Mais ta réaction à ces circonstances est entièrement ton choix. Tu peux saisir cette opportunité ou la gâcher. La décision t'appartient, mais je t'avertis, je n'investis pas dans les causes perdues. Ce n'était pas le réconfort chaleureux que je voulais, mais son pragmatisme brutal m'a d'une certaine manière stabilisé. J'ai engagé un tuteur par les pairs avec mon argent de poche et créé des groupes d'études avec des camarades de classe. En terminale, j'avais réussi à entrer dans le tableau d'honneur. Les candidatures universitaires ont apporté un nouveau stress. Je voulais fréquenter l'université d'État où allaient plusieurs amis, mais tante Vivien a insisté pour des écoles plus prestigieuses. Tes amis ne pensent pas à leur avenir, a-t-elle dit. Ils pensent à continuer leur vie sociale. Tu dois penser stratégiquement à construire ta carrière. Notre plus grosse dispute a éclaté à propos de cette différence de vision. Je l'ai accusée d'essayer de contrôler ma vie. Elle a rétorqué que je gâchais mon potentiel par peur de sortir de ma zone de confort. Je ne t'ai jamais demandé d'être mon projet, ai-je crié. Et je ne t'ai jamais demandé d'être ma tutrice, a-t-elle répondu froidement. Pourtant, nous voici. J'essaie de te donner des options que tes parents n'ont jamais eues. Cela m'a fait taire et dans le silence qui a suivi, elle a fait quelque chose d'inédit. Elle m'a parlé de l'enfance de mon père. Ton père était brillant, a-t-elle dit doucement. Il pouvait résoudre des problèmes mathématiques complexes dans sa tête, mais nos parents ne pouvaient pas se permettre l'université. Il travaillait à la station-service à la place pendant que j'obtenais la bourse. Il en a eu du ressentiment pendant des années. Il a commencé à jouer pour devenir riche rapidement puisque l'éducation n'était plus une option. Ta mère était pareille, brillante mais limitée par les circonstances. J'essaie de briser ce cycle pour toi. C'était la première fois qu'elle parlait de mes parents sans jugement ni colère. Cela m'a donné une fenêtre sur leur vie que je n'avais jamais eue auparavant et cela m'a aidé à comprendre sa détermination, apparemment froide, à me pousser académiquement. J'ai postulé dans cette université et j'ai été accepté dans 5. Finalement, j'ai choisi la Northwestern University pour étudier le commerce et le marketing. Tante Vivien a payé les frais de scolarité sans se plaindre, bien que je savais qu'ils étaient considérables. L'université a apporté une nouvelle liberté et de nouveaux défis. J'ai rejoint des clubs, me suis fait des amis divers et j'ai découvert des talents que j'ignorais posséder. J'avais un talent pour le design et la stratégie marketing qui complétait l'acuité financière que tante Vivien m'avait inculquée. Mes étés étaient passés en stage dans son bureau d'entreprise, apprenant tous les aspects de l'entreprise, de la gestion des stocks aux relations avec les fournisseurs. Notre relation a évolué pendant ces années d'université. La distance physique a, d'une certaine manière, permis à une proximité émotionnelle de se développer. Nos appels du dimanche sont devenus moins formels, incluant parfois même des rires. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme avec mention, la fierté dans ses yeux était indéniable, bien qu'elle ait limité son affichage public d'émotion à une poignée de main ferme et un seul hochement de tête. Je suis rentré chez elle après mon diplôme, occupant un poste de directrice du marketing pour son entreprise.
Nous avons développé une routine confortable. Deux femmes indépendantes partageant un espace et des repas occasionnels. Je sortais aussi de temps en temps, bien que tante Vivien décourageait subtilement toute relation qui pourrait la distraire de son avancement professionnel. Puis, il y a 2 ans, tout a de nouveau changé. Tante Vivien a été diagnostiquée d'un cancer du pancréas. Le pronostic était médiocre dès le début, mais elle a abordé sa maladie avec la même discipline et la même détermination qu'elle appliquait à tout le reste. Nous mourrons tous, a-t-elle dit quand j'ai craqué après le diagnostic. Les seules variables sont le moment et la façon dont nous utilisons le temps avant que cela n'arrive. Elle a continué à travailler aussi longtemps que possible, me transférant progressivement ses responsabilités à mesure que sa force diminuait. Nos rôles se sont inversés progressivement. Je suis devenue celle qui appliquait les horaires de prise de médicaments, organisait les rendez-vous chez le médecin et assurait une nutrition adéquate. Dans ces derniers mois, une douceur surprenante est apparue chez tante Vivien. Un soir, alors que je l'aidais à se mettre au lit, elle a serré ma main avec une force inattendue. « Tu étais la fille que je ne me suis jamais permise d'avoir », a-t-elle murmuré. « T'accueillir a été la meilleure décision de ma vie. » Elle est morte paisiblement dans son sommeil 8 mois après le diagnostic. Les funérailles ont été petites, fréquentées principalement par des associés d'affaires et quelques parents éloignés. Je me tenais au bord de la tombe, réalisant qu'elle était devenue ma véritable parent dans tous les sens qui comptaient. Le chagrin était parfois écrasant. La maison résonnait de vide. Je me surprenais à écouter ses pas ou à sauvegarder des articles qui, je pensais, l'intéresseraient. Mais j'ai continué à diriger l'entreprise comme elle me l'avait appris, honorant son héritage par l'action plutôt que par un simple sentiment. Je ne m'attendais jamais à revoir mes parents biologiques jusqu'au jour de la lecture du testament qui a tout changé. 3 semaines après les funérailles, j'ai reçu une lettre officielle de Harold Thompson, l'avocat de tante Vivien depuis plus de 30 ans. La lecture du testament était prévue pour le mardi suivant à 10 h dans son bureau du centre-ville. La lettre mentionnait que toutes les parties intéressées seraient présentes, mais je supposais que cela ne signifiait que moi et peut-être quelques partenaires commerciaux ou organisations caritatives que Vivien aurait pu inclure. Thompson était un homme distingué d'une 60aine d'années, avec une chevelure argentée et des lunettes à monture fil qui regardaient par-dessus plutôt qu'à travers. Son bureau sentait le cuir et les vieux livres, avec des boiseries sombres et un bureau massif qui avait probablement été témoin de la signature de milliers de documents qui ont changé la vie. Je suis arrivé 15 minutes en avance, vêtu d'un tailleur bleu marine que tante Vivien aurait approuvé. Thompson m'a salué chaleureusement, exprimant à nouveau ses condoléances avant de mentionner que nous attendions quelques autres avant de commencer. Je me suis assise dans l'une des chaises en cuir, feuilletant un magazine d'affaires sans en absorber le contenu. La porte s'est ouverte et j'ai levé les yeux, m'attendant à voir l'un des cadres de Vivien. Le temps semblait s'arrêter. Debout dans l'encadrement de la porte se trouvaient 2 personnes que j'avais convaincu de ne jamais revoir. Mes parents. Mon père avait vieilli de façon spectaculaire. Ses cheveux autrefois épais et sombres étaient maintenant fins et entièrement gris. De profondes rides dessinaient des chemins de son nez à sa bouche, et ses épaules s'affaissaient vers l'avant, comme portant un poids invisible. Il avait pris au moins 25 kilos. Son cadre autrefois athlétique, maintenant doux et rond. Ma mère semblait encore plus changée. Ses cheveux blonds étaient coupés dans un style sévère qui n'avantageait pas son visage, devenu fin et anguleux. De sombres cernes ombrageaient ses yeux, et lorsqu'elle souriait, cela n'atteignait pas ses yeux. Elle portait une robe qui aurait pu être à la mode il y a une décennie, et elle serrait son sac avec une intensité aux phalanges blanches. « Et là, » a dit mon père, sa voix plus rauque que je ne m'en souvenais. « Regarde-toi, toute une grande dame. » Ils se sont dirigés vers moi, et je me suis retrouvé à me lever sur des jambes instables. Ma mère a tendu la main pour une étreinte que je ne pouvais pas rendre. Je suis resté raide alors que ses bras m'entouraient. L'odeur de son parfum, à la fois familière et étrangère. « Nous avons essayé de te retrouver, » a dit ma mère, reculant pour m'examiner. « Tu ressembles tellement à ta tante maintenant. Si sophistiquée. Comment avez-vous su pour aujourd'hui ?» ai-je réussi à demander, ma voix sonnant étrange à mes propres oreilles. « Nous avons vu l'avis de décès dans le journal », a expliqué mon père, tentant un sourire triste. « Nous suivions la famille de loin. Nous savions que tu étais avec Vivien. » Bien sûr. Bien sûr qu'ils savaient où j'étais toutes ces années et qu'ils ne m'ont jamais contacté. La pièce semblait légèrement basculer. « Veuillez vous asseoir », a interrompu Thompson, désignant les chaises. « Nous attendons une personne de plus avant de commencer. »
Une femme plus âgée que je reconnus comme étant la femme de ménage de Vivien, Madame Bentley, est entrée dans la pièce. Elle travaillait pour tante Vivien depuis plus de 20 ans et avait été gentille avec moi à sa manière réservée. Elle m'a hoché la tête avec sympathie avant de prendre place près de la fenêtre, aussi loin que possible de mes parents. Pendant que nous attendions que Thompson commence, mes parents ont tenté une petite conversation qui semblait surréaliste. Nous vivons maintenant en Arizona, a proposé ma mère. Le climat est meilleur pour l'arthrite de ton père. Je gère une supérette, a ajouté mon père. Rien d'extraordinaire, mais ça permet de payer les factures. J'ai hoché la tête mécaniquement, incapable de formuler des réponses. À l'intérieur, mes émotions s'agitaient violemment. La colère, la confusion, la douleur et une traître étincelle de désir se disputaient la domination. Thompson s'éclaircit la gorge et ouvrit un épais dossier. Nous sommes ici pour exécuter le dernier testament et legs de Vivant Eleanor Hughes, commença-t-il formellement. Je résumerai les principales dispositions avant de fournir des copies aux parties concernées. Mes parents se sont légèrement penchés en avant, un mouvement presque imperceptible qui a soudainement rendu leur présence à cette lecture cristalline. Ils n'étaient pas venus pour trouver une clôture ou renouer les liens. Ils étaient venus pour l'argent. Thompson ajusta ses lunettes. À ma nièce, Hélène Margaret Winters, je laisse la totalité de ma succession, y compris, mais sans illimité, la propriété située au 347 Lakeview Drive, tout son contenu et les 2 acres de terrain environnants. Ma pleine part de propriété de Hugome Collection, évaluée à environ 12 millions de dollars. Tous les comptes bancaires, portefeuilles d'investissement et fonds de retraite totalisant environ 2 millions de dollars en actifs liquides, mes effets personnels, y compris bijoux, œuvres d'art et automobiles, et toute la propriété intellectuelle liée à mes activités commerciales. La pièce tomba dans le silence. Je m'attendais à hériter de quelque chose, mais l'étendue du legs était écrasante. Tante Vivien était riche, mais je n'avais pas réalisé à quel point sa succession était substantielle. Mon père toussa légèrement. Excusez-moi, monsieur Thompson. Y a-t-il autre chose? Thompson le regarda par-dessus ses lunettes. Il y a quelques legs plus petits à des employés de longue date, dit-il, hochant la tête vers Madame Bentley. Et des instructions détaillées concernant les dons de charité à faire annuellement sur les profits de l'entreprise. Mais la majeure partie de la succession revient à Hélène, comme je l'ai dit. Le sourire de ma mère se resserra. Eh bien, c'est une sacrée responsabilité pour quelqu'un d'aussi jeune, dit-elle, me tapotant la main dans un geste qui semblait invasif plutôt qu'affectueux. Heureusement, en tant que ses parents, nous sommes en position d'aider. Thompson haussa un sourcil mais ne dit rien. Légalement parlant, ajouta mon père, avec une fausse décontraction, puisqu'Hélène était mineure lorsque Vivien la recueillit, et qu'il n'y a jamais eu de cessation formelle de nos droits parentaux, nous restons ses tuteurs légaux. Nous serions heureux de vous aider à gérer ses actifs jusqu'à ce qu'Hélène ait plus d'expérience de vie. La panique qui me traversa fut viscérale et immédiate. Après 15 ans de silence, il voulait contrôler mon héritage. J'ai ouvert la bouche pour objecter, mais Thompson a parlé le premier. Je crois qu'il y a une certaine confusion quant au statut juridique ici, dit-il calmement. Peut-être devrions-nous poursuivre cette discussion demain, quand je pourrai avoir préparé tous les documents pertinents. Disons 14 heures? Mes parents échangèrent un rapide coup d'œil avant que mon père ne hoche la tête. Cela nous conviendrait. Nous séjournons au Westmont Hotel au centre-ville. Nous pourrions déjeuner avant cela, Hélène, pour rattraper le temps perdu properly. Avant que je puisse répondre, Thompson se leva. Si vous nous excusez, j'ai besoin de quelques instants avec Hélène pour discuter de certaines affaires confidentielles relatives à ses responsabilités immédiates. Mes parents hésitèrent, visiblement réticents à partir sans avoir assuré leur position. Nous te verrons demain alors, ma chérie, dit ma mère à nouveau, tendant la main pour une étreinte. Je ne pouvais pas lui rendre. Nous avons tellement à nous dire. Pendant qu'ils ramassaient leurs manteaux, mon père me tendit une carte de visite avec leur numéro de téléphone portable inscrit au dos. Appel à tout moment, dit-il. Jour et nuit. Nous avons 15 ans à rattraper. La porte s'était à peine fermée derrière eux quand je me suis effondré sur ma chaise, les mains tremblantes. Ils ne peuvent pas vraiment avoir de droit légal, n'est-ce pas, ai-je demandé à Thompson. L'expression de l'avocat était sombre. Je pense que tu devrais te préparer à une conversation difficile demain, dit-il. Ta tante avait anticipé cette possibilité, mais j'ai besoin de temps pour organiser ses plans d'urgence.
Madame Bentley s'est approchée avant de partir, me serrant doucement l'épaule. Votre tante était une femme sage, dit-elle doucement. Faites confiance au fait qu'elle ne vous aurait jamais laissé sans protection. Je suis sorti du bureau dans un état second, ignorant 3 appels de ma mère avant même d'atteindre ma voiture. Le fantasme d'enfance de mon retour parental s'était enfin réalisé, mais au lieu de la joie, je ne ressentais que de l'effroi. Malgré mon meilleur jugement, j'ai accepté de rencontrer mes parents pour dîner ce soir-là. Thomson m'avait conseillé d'attendre notre rendez-vous le lendemain, mais une partie de moi avait besoin de réponses que seul pouvait fournir. J'ai choisi un restaurant public, un restaurant italien haut de gamme que tante Vivien affectionnait pour ses réunions d'affaires. Ils étaient déjà assis quand je suis arrivé, mon père se levant pour tirer ma chaise avec une courtoisie exagérée. Ma mère avait mis du nouveau maquillage et coiffé ses cheveux, ressemblant davantage à la femme de mes souvenirs. Nous avons commandé une bouteille de pinot noir, dit mon père. Je me souviens que ta mère l'a toujours apprécié. Je ne bois pas de vin, ai-je répondu, demandant de l'eau à la place. C'était une petite limite à établir, mais il semblait important de préciser que je n'étais pas l'enfant qu'ils avaient laissé derrière eux. Une conversation maladroite a dominé les 20 premières minutes. Ils ont demandé des nouvelles de mon éducation, de mon travail, de mes amis. J'ai fourni des réponses minimales tout en étudiant leur visage à la recherche d'aperçus des parents que j'avais autrefois aimés. Nous te devons une explication, a dit ma mère finalement, tendant la main vers la mienne par-dessus la table. J'ai gardé les miennes fermement autour de mon verre d'eau. Ce que nous avons fait était mal. Nous savons que nous étions dans un endroit terrible, a poursuivi mon père. J'avais des dettes de jeu que des gens dangereux collectaient. Ta mère souffrait de dépression sévère. Nous nous sommes convaincus que tu serais mieux avec Vivant. Elle avait de l'argent, de la stabilité, a ajouté ma mère. Nous n'avions rien à offrir que de la dysfonction. Vous aviez, ai-je dit doucement. C'était tout ce que je voulais. Mon père a baissé les yeux sur son assiette. J'ai reçu de l'aide pour mon addiction. Je suis sobre depuis 8 ans maintenant. Ta mère a fini par trouver le bon médicament. Nous avons construit une vie modeste mais stable. Nous avons tellement pensé à te contacter, a dit ma mère, les larmes aux yeux. Mais nous avions honte. Et plus le temps passait, plus il était difficile de savoir comment combler ce fossé. Vous avez dit que vous saviez que j'étais avec tante Vivien, ai-je dit. Comment? Ils ont échangé un regard avant que mon père ne réponde. Nous avons appelé les services sociaux environ 6 mois après notre départ. Ils ont confirmé que tu étais avec ta famille et que tout allait bien. Nous avons vérifié tous les quelques années par la suite. L'idée qu'ils avaient fait ces enquêtes périodiques sans jamais tenter de contact réel m'a retourné l'estomac. Ils avaient apaisé leur conscience juste assez pour passer à autre chose dans leur vie. Nous avons regretté notre décision chaque jour, a insisté ma mère, une larme glissant sur sa joue. Te voir maintenant réussie et belle, ça me brise le cœur que nous ayons manqué de te voir grandir. Le serveur a livré nos plats, créant une brève pause dans la tension émotionnelle. Quand il est parti, mon père a changé de conversation. Vivien a bien fait pour toi, a-t-il dit, faisant tourner des pattes sur sa fourchette. Mieux que nous n'aurions pu le faire, et maintenant elle t'a mise à l'abri pour la vie. La maison seule doit valoir 2 millions de dollars au marché actuel, a ajouté ma mère avec désinvolture. Plus l'entreprise. C'est écrasant pour quelqu'un de ton âge. J'aide à gérer l'entreprise depuis des années, ai-je déclaré sèchement. Bien sûr que tu le fais, a dit mon père avec douceur. Mais il y a une différence entre aider et avoir la pleine responsabilité. Les questions juridiques seules peuvent être décourageantes, sans parler des implications fiscales, a dit ma mère. Les impôts sur les successions peuvent être écrasantes sans une bonne orientation. Je les ai observés attentivement, notant comment ils alternaient entre appels émotionnels et préoccupations financières. Le schéma devenait clair. Nous pourrions t'aider, a proposé mon père. Nous avons eu nos difficultés, mais nous avons beaucoup appris sur la gestion financière par la manière forte. C'est une perspective intéressante de la part de quelqu'un qui a abandonné sa famille pour des dettes de jeu, ai-je observé. Mon père a tressailli mais s'est rapidement ressaisi. Ces expériences m'ont appris des leçons précieuses. Je connais maintenant tous les pièges à éviter. Ma mère s'est penchée en avant. Nous avons un condo modeste à Phoenix avec un second prêt hypothécaire. Les factures médicales ont été difficiles. Le traitement de l'arthrite de ton père n'est pas entièrement couvert par l'assurance. Que demandez-vous exactement, ai-je demandé brusquement.
Ils ont paru surpris par ma franchise. Un autre rappelle qu'ils interagissaient avec un adulte, pas avec l'enfant qu'ils avaient abandonné. Nous ne demandons rien, a dit mon père sans conviction. Nous voulons juste faire partie de ta vie à nouveau, t'aider si nous le pouvons. Bien que, si tu voulais aider tes parents à se remettre sur pied, ce serait une bénédiction, a ajouté ma mère. Peut-être rembourser notre hypothèque. 70 000 $ changerait complètement notre vie. Plus les factures médicales, a rappelé son père. Encore 30 000 $ les élimineraient. Je me suis reculé, une froide clarté m'envahissant. Alors, 100 000 $ résoudrait vos problèmes. Ils ont hoché la tête avec empressement. Et mes problèmes, ai-je demandé. Les 15 années de doute sur ce que j'avais fait de mal, les factures de thérapie, les cauchemars. Quel est le prix de tout cela? Les larmes de ma mère coulaient maintenant librement. Nous savons que l'argent ne peut pas réparer les dommages émotionnels. Nous voulons juste une chance de redevenir une famille. Une famille qui commence par une transaction en espèces, ai-je noté. L'expression de mon père s'est légèrement durcie. Tu dois comprendre notre position. Nous avons fait une terrible erreur. Oui, mais Vivien était ma sœur. Cette fortune venait de notre famille à l'origine. Nos parents lui ont laissé l'argent de départ pour qu'elle crée son entreprise pendant que je n'avais rien. Alors, tu te sens en droit de l'avoir, ai-je précisé. Pas en droit, a-t-il reculé. Juste inclus. Nous sommes tes parents, Hélène. Le sang a une signification. J'ai pensé à tante Vivien, qui m'avait montré par ses actions plutôt que par ses paroles ce qu'était le véritable amour parental. Oui, ai-je convenu. Le sang a une signification, mais les actions en ont plus. Le reste du dîner a continué sur cette lancée, oscillant entre manipulation émotionnelle et allusion financière. Au dessert, ils avaient mentionné plusieurs autres dettes et suggéré que je pourrais vouloir les ajouter à mon équipe dans l'entreprise avec des salaires généreux. Alors que nous nous séparions devant le restaurant, ma mère m'a serré à nouveau dans ses bras, murmurant, pense à ce que signifie vraiment la famille, ma chérie. Nous faisons tous des erreurs. J'ai conduit chez moi dans un brouillard de confusion. Leur histoire contenait des éléments de vérité. Je me souvenais de la dépression de ma mère, des absences de mon père, mais quelque chose semblait répéter dans leur explication, leur timing opportun, leur focalisation immédiate sur l'argent. Quand je suis rentré chez moi, il y avait un message sur ma messagerie vocale d'un numéro inconnu. Mademoiselle Winters, ici Sandra Kelly. J'ai travaillé pour vos parents il y a 15 ans chez First National Bank. J'ai vu leur nom en relation avec l'avis de décès de Vivien Hugues et je me suis senti obligé de vous contacter. Veuillez m'appeler avant de conclure des accords avec eux. Il y a des choses que vous devriez savoir. Le sommeil m'a manqué cette nuit-là. J'ai recherché les lois sur la tutelle jusqu'à ce que mes yeux brûlent. D'après tout ce que j'ai pu trouver, la revendication de mes parents semblait au mieux ténue. J'étais adulte depuis des années maintenant. Mais pourquoi Thompson semblait-il préoccupé? Quels documents rassemblait-il? Vers 3 heures du matin, je me suis retrouvé dans le bureau de tante Vivien, maintenant le mien, à fouiller dans ses dossiers méticuleusement organisés. Dans un tiroir verrouillé que je n'avais jamais ouvert auparavant, j'ai trouvé un dossier simplement étiqueté Winters. À l'intérieur se trouvait une histoire que j'ignorais. Je suis arrivé au bureau de Thompson le lendemain, armé du contenu du dossier privé de Vivien et de mes propres recherches effectuées en dormant mal. Mes parents étaient déjà là, accompagnés d'un homme maigre aux cheveux plaqués en arrière, qui s'est présenté comme Gerald Hoffman, leur avocat. Juste par précaution, a expliqué mon père avec un sourire pincé. Les questions juridiques peuvent devenir compliquées. Thompson les a salués cordialement, mais sans chaleur. Son assistante a apporté un chariot chargé de plusieurs dossiers extensibles et d'un ordinateur portable. L'atmosphère ressemblait plus à une préparation de bataille qu'à une discussion familiale. Avant de commencer, a dit Thompson, je dois clarifier mon rôle ici. Je suis l'exécuteur de la succession de Vivien Hugues et son avocat personnel depuis 32 ans. Je sers également d'avocat à Hélène par le biais de dispositions prises par mademoiselle Hugues. Hoffman s'est penché en avant. Mes clients sont préoccupés par l'héritage soudain de leur fille d'actifs aussi substantiels. En tant que ses tuteurs légaux, ils ont la responsabilité d'assurer une gestion adéquate de ses ressources. Thompson a hoché la tête pensif. C'est précisément ce que je souhaitais aborder aujourd'hui. Il semble y avoir une certaine confusion quant au statut juridique. Il a ouvert le premier dossier.
Permettez-moi de clarifier l'historique tel qu'il est documenté. Il a sorti plusieurs documents d'apparence officielle. Lorsqu'Hélène est arrivée aux soins de Vivien, une tutelle temporaire a été établie par le tribunal de la famille. Les services sociaux ont documenté de multiples tentatives pour vous contacter tous les deux concernant des arrangements permanents. Ma mère fronça les sourcils. Nous étions confrontés à des problèmes graves, nous déménagions fréquemment. En effet, a poursuivi Thompson. Après 6 mois de tentatives de contact infructueuses, le tribunal a programmé une audience concernant la tutelle permanente. Des avis ont été envoyés à vos dernières adresses connues et publiés dans des revues juridiques appropriées. Mon père s'est agité inconfortablement. Nous n'avons jamais reçu d'avis. Intéressant, a dit Thompson, quelqu'un a contacté le tribunal prétendant vous représenter. Vous avez retiré un autre document. Un homme nommé Louis Barker est apparu avec une déclaration sous serment signée, prétendument de vous deux, consentant au transfert de tutelle permanente à Vivien Hugues. Mes parents ont échangé un rapide coup d'œil qui a confirmé mes soupçons avant que mon père ne parle. Nous n'avons jamais autorisé personne à nous représenter. Ces signatures doivent être des faux. Thompson ajusta ses lunettes. Mademoiselle Hugues partageait des préoccupations similaires à l'époque. Elle a engagé un détective privé pour vous localiser et confirmer vos intentions directement. Il a ouvert un autre dossier contenant des rapports avec des photographies. L'enquêteur a documenté les activités de M. Winters dans divers casinos du Nevada pendant cette période. Il a également photographié Madame Winters travaillant comme serveuse de cocktails dans les mêmes établissements. Lorsqu'interrogé sur la situation d'Hélène, vous avez tous deux explicitement confirmé votre désir de mettre fin à vos responsabilités parentales. La couleur a quitté le visage de ma mère. La mâchoire de mon père se serra. De plus, a poursuivi Thompson sans relâche. L'enquêteur a documenté un paiement de $15 000 de Louis Barker à M. Winters le jour suivant la signature de ses affidavits. C'était une transaction commerciale sans rapport, a protesté faiblement mon père. Thompson a ignoré l'interruption. Mademoiselle Hugues a continué les enquêtes annuelles pour surveiller vos situations et déterminer si une reconnexion serait bénéfique pour Hélène. J'ai des rapports s'étalant sur 15 ans documentant l'activité de jeu continu, de multiples expulsions, des licenciements et plusieurs incidents impliquant des agences de recouvrement. Il s'est tourné vers une autre section. Particulièrement notables sont ces tentatives documentées de Madame Winters de contacter Hélène lorsqu'elle a eu 18 ans. Il m'a poussé un rapport. 3 occasions où Madame Winters a appelé la maison de Vivien mais a raccroché sans parler. Et 7 emails envoyés au compte universitaire d'Hélène, mais jamais ouverts en raison d'une mauvaise adresse. J'ai fixé les preuves de ces tentatives de contact à demi-cœur, ressentant un étrange mélange de douleur et de vindication. Le plus important, a dit Thompson, retirant une enveloppe scellée, Vivant a laissé cette lettre à ouvrir exactement dans cette circonstance. Il me l'a tendue. L'enveloppe portait mon nom dans l'écriture précise de tante Vivien. Peut-être aimeriez-vous la lire en privé, a suggéré Thompson. J'ai secoué la tête et j'ai cassé le sceau, dépliant plusieurs pages couvertes de l'écriture familière. Ma très chère Hélène, ai-je lu à voix haute, ma voix plus stable que je ne m'y attendais. Si tu lis ceci, cela signifie que je suis décédé et que tes parents ont soudainement refait surface dans ta vie. Ce n'est pas une coïncidence. Au fil des ans, j'ai documenté de multiples instances où ils ont tenté de m'extraire de l'argent en t'utilisant comme levier. Ma mère a fait un petit bruit de protestation, mais j'ai continué à lire. 6 mois après que tu sois venu vivre avec moi, ton père m'a contacté exigeant $50 000 en échange de ne pas contester l'arrangement de tutelle. Je l'ai payé contre mon meilleur jugement, craignant qu'une bataille pour la garde ne te traumatise davantage. Il est revenu 3 ans plus tard, demandant plus, affirmant que des dettes de jeu mettaient sa vie en danger. J'ai refusé et j'ai plutôt engagé de la sécurité pour notre maison. J'ai levé brièvement les yeux pour voir mon père fixant le sol. Quand tu as eu 16 ans, ta mère a appelé en prétendant avoir le cancer et avoir besoin d'argent pour le traitement. Mon enquêteur a confirmé que c'était faux. Lorsque tu as reçu tes acceptations universitaires, ils ont obtenu ton adresse email d'une manière ou d'une autre et ont demandé de l'argent pour les frais de scolarité afin d'avoir un nouveau départ pour reconstruire leur relation avec toi. J'ai bloqué ces communications pour te protéger de leur manipulation. Les larmes brouillaient ma vision, mais je me suis forcé à continuer. Je ne t'ai jamais dit ces choses parce que je voulais que tu guérisses sans trahison supplémentaire. J'espérais qu'ils finiraient par chercher de l'aide et devenir les parents que tu méritais. Cela ne s'est pas produit. Maintenant,
ils tenteront probablement d'accéder à ton héritage par la culpabilité, les menaces juridiques ou la manipulation émotionnelle. La pièce était complètement silencieuse alors que je me tournais vers la dernière page. Thompson a toute la documentation nécessaire pour te protéger légalement. La tutelle a été convertie en adoption légale quand tu avais 16 ans, bien que j'ai gardé mon nom de famille et que je n'ai pas changé le tien, espérant qu'un jour la réconciliation serait possible. Tu es légalement ma fille depuis lors, et ils n'ont aucun droit sur toi ou ton héritage. J'ai dû faire une pause pour assimiler cette révélation. Tante Vivien m'avait adopté, je ne l'avais jamais su. Quelle que soit ta décision concernant ta relation avec tes parents biologiques, ce doit être ton choix. Mais s'il te plaît, protège-toi financièrement. La parenté par le sang ne donne droit à personne aux récompenses de notre travail acharné ni ne justifie leur négligence passée. Rappelle-toi que la famille se construit par des soins constants et des sacrifices, pas par l'ADN. Je suis fier de la femme que tu es devenue. Fais confiance à ton jugement. Avec tout mon amour, Vivien. J'ai soigneusement replié la lettre, les émotions trop complexes pour être nommées m'envahissant. Thompson s'éclaircit la gorge. J'ai ici les papiers d'adoption, légalement contraignants et correctement exécutés par le tribunal de la famille. J'ai également des documents des multiples sollicitations financières mentionnées dans la lettre. Il se tourna vers mes parents stupéfaits. De plus, Mademoiselle Hugues a inclus une clause spécifique dans son testament stipulant que toute contestation juridique de ces arrangements entraînerait le transfert de l'intégralité de la succession à une fondation caritative pour enfants abandonnés. Il ne resterait rien à réclamer. Leur avocat, d'un air de plus en plus mal à l'aise, s'est penché pour murmurer quelque chose à mon père. Nous n'avions aucune idée de cette adoption, a dit mon père, la voix creuse. On nous a dit que c'était une tutelle temporaire seulement. Par qui ? A demandé Thompson avec insistance. Par les services sociaux, a insisté ma mère. Toutes les communications sont documentées dans ces dossiers, a rétorqué Thompson, tapotant un dossier épais, y compris vos formulaires de consentement signés. Le visage de mon père s'est assombri de colère. C'est ridicule. Vous nous avez payé et vous avez volé notre fille. Je crois que les caméras de sécurité dans ce bureau enregistrent cette explosion, a noté Thompson calmement. Ce qui contredit directement votre déclaration précédente concernant la fraude et pourrait constituer un aveu d'acceptation de paiement pour transférer les droits parentaux. Mon père s'est levé brusquement. Ce n'est pas fini. Nous avons des droits. Papa, ai-je dit, le mot sonnant étrangement dans ma bouche après tant d'années. J'ai trouvé le dossier de Vivien hier soir. Je suis aussi au courant des autres familles. Son expression s'est affaiblie. Quelles autres familles ? Les Peterson au Colorado, les Galinska en Oregon, 3 autres familles que vous avez approchées, prétendant être des parents de personnes fortunées récemment décédées. Il semble qu'abandonner des enfants puis essayer de profiter de leur héritage ait été votre schéma depuis un bon moment. Ma mère a commencé à pleurer sincèrement. Ce n'est pas vrai. Nous avons fait des erreurs avec toi, mais nous ne le ferions jamais. Je l'ai interrompu brusquement, épuisé par leur performance. Vivant a tout documenté. Elle a même des enregistrements de tes appels téléphoniques pour demander de l'argent. Pensais-tu vraiment qu'elle me laisserait sans protection ? La rage de mon père s'est transformée en calcul. Écoute, Hélène, il y a eu un terrible malentendu. Nous pouvons régler cela en famille. Pas besoin d'avocat et d'accusation. Je pense que nous avons terminé ici, ai-je dit en me levant. Thompson, y a-t-il autre chose qui m'est légalement requis aujourd'hui ? Non, a-t-il répondu. La succession vous est transmise proprement. Vos parents n'ont aucun droit légal de contester le testament ou l'adoption. Alors je voudrais qu'ils partent. Hélène, s'il te plaît, a supplié ma mère. Donne-nous juste une chance de nous expliquer. 15 ans, ai-je dit doucement. Vous avez eu 15 ans pour expliquer. Au lieu de cela, vous avez attendu qu'il y ait de l'argent en jeu. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Thompson a appuyé sur un bouton de son bureau et 2 agents de sécurité sont apparus à la porte. Ces messieurs vont vous escorter dehors, les a-t-il informés. Tout contact ultérieur avec Miss Winters doit être adressé à mon bureau. Vous ne pouvez pas faire ça, a crié mon père, son visage se décomposant. Elle est notre fille. Non, les jeux corrigés. J'étais votre fille. Maintenant, je suis celle de Vivien. Et elle m'a appris à reconnaître la valeur au-delà des prix. Alors que la sécurité les conduisait vers l'ascenseur,
ma mère s'est retournée. Ce n'est pas comme ça que nous t'avons élevé. Nous t'avons donné la vie. Et Vivien m'a donné tout le reste, ai-je répondu. Y compris la protection contre les gens qui voient les relations comme des transactions. Après leur départ, je me suis effondré sur une chaise, l'épuisement émotionnel me submergeant. Thompson s'est assis à côté de moi plutôt que derrière son bureau imposant. Tu devrais savoir, a-t-il dit doucement, que je suis aussi ton parrain. Vivien m'a demandé d'accepter ce rôle lorsqu'elle t'a adopté. Je lui ai promis que je continuerais à veiller sur tes intérêts après son départ. Ce lien inattendu avec tante Vivien a fait couler de nouvelles larmes. Pourquoi ne m'a-t-elle jamais parlé de l'adoption? Elle craignait que tu aies l'impression qu'elle essayait de remplacer tes parents plutôt que de simplement te protéger légalement. Elle voulait que tu te fasses ta propre opinion sur la famille sans son influence. Elle m'a influencé plus que quiconque, ai-je admis. Simplement en étant constante quand personne d'autre ne l'était. Thompson a hoché la tête. Nous pouvons déposer des ordonnances restrictives si tu le souhaites. Compte tenu de leur motivation financière et de leur histoire, un juge les approuverait probablement. Oui, ai-je décidé. Je pense que ce serait le mieux. En quittant son bureau, j'ai ressenti à la fois de la fatigue et une étrange libération. Le fantasme de retour de mes parents qui m'avait hanté pendant des années s'était enfin joué, rien comme mes rêves d'enfance, mais exactement comme tante Vivien l'avait anticipé. Elle m'avait protégé une dernière fois. Malgré la procédure de demande d'ordonnance restrictive en cours, mes parents sont apparus chez tante Vivien, maintenant ma maison, ce soir-là. J'ai vu leur voiture de location se garer dans l'allée alors que je préparais le dîner. Pendant un moment, j'ai envisagé de ne pas ouvrir la porte, mais un étrange calme s'était installé en moi depuis la réunion avec Thompson. J'avais besoin de cette confrontation finale. Ils ont sonné à la porte à plusieurs reprises jusqu'à ce que j'ouvre, mais je suis resté sur le seuil, bloquant leur entrée. Vous ne pouvez pas être ici, ai-je dit fermement. Une ordonnance restrictive a été déposée. Nous sommes toujours tes parents, a crié mon père, son vernis initial complètement abandonné. Tu nous dois la décence d'une conversation sans avocat et sans garde du corps. Je ne vous dois rien, ai-je répondu calmement. Mais je vous accorde 5 minutes pour dire ce que vous êtes venu dire. Ensuite, vous devrez partir avant que je n'appelle la police. Ma mère m'a dépassé dans le hall, ses yeux parcourant les lieux pour évaluer l'intérieur de la maison. Nous voulons juste comprendre pourquoi tu es si froide, a-t-elle dit. Nous avons fait une terrible erreur il y a des années, mais nous essayons maintenant de réparer. En essayant de prendre le contrôle de mon héritage, ai-je demandé. C'est une approche intéressante pour faire amende. Mon père l'a suivi à l'intérieur malgré mon objection. Cette femme t'a retourné contre nous, a-t-il craché. Vivien m'a toujours détesté. Elle t'a utilisé pour me faire du mal. Vivien m'a sauvé, ai-je corrigé. Elle m'a donné la stabilité, l'éducation et le respect de soi. Elle m'a appris que l'amour se montre par les actions, pas seulement par les mots. Nous t'aimions, a insisté ma mère. Nous étions malades. La dépression est une véritable maladie. Le jeu de ton père était une addiction. Nous avions besoin d'aide, pas de jugement. J'avais 13 ans, lui ai-je rappelé, ma voix finissant par se casser. J'avais besoin de parents, pas d'excuses. Avez-vous la moindre idée de ce que c'était de se réveiller et de vous trouver tous les deux partis? D'attendre au téléphone pendant des jours, en espérant que vous appeliez? De chercher dans l'appartement des indices sur où vous étiez allé? Mon père a détourné le regard, incapable de soutenir mon regard. J'ai vérifié la boîte aux lettres tous les jours pendant des mois. J'ai continué les années de mots refoulés qui sortaient enfin. J'espérais qu'au moins vous enverriez une carte d'anniversaire ou un cadeau de Noël, un signe que vous vous souveniez que j'existais. Nous avons pensé à toi tous les jours, a dit ma mère, les larmes coulant sur ses joues. Les pensées sans action sont dénuées de sens, ai-je répondu. Vivien ne m'a jamais dit une seule fois qu'elle m'aimait. Pas une seule fois en 15 ans. Mais elle était là tous les jours pour les rendez-vous médicaux et les pièces de théâtre scolaires et les cauchemars et les demandes d'admission à l'université. Elle a bâti la confiance par la constance. Nous sommes là maintenant, a dit mon père, son ton s'adoucissant au ton de vendeur que je me rappelais de mon enfance. Nous pouvons construire une relation à l'avenir. Nous soutenir en tant que famille. Vous êtes là maintenant parce que Vivien est morte riche, ai-je déclaré sèchement. Si elle était morte pauvre, vous seriez-vous donné la peine de me trouver? Leur silence était une réponse suffisante.
Thompson m'a montré les rapports du détective privé, ai-je dit. Vous saviez où j'étais pendant 15 ans. Vous avez choisi de ne pas me contacter tant qu'il n'y avait pas d'incitation financière. Ce n'est pas juste, a protesté ma mère. Nous avions honte. Nous ne savions pas comment te faire face après ce que nous avions fait. Pourtant, vous avez trouvé le courage immédiatement après avoir appris un héritage de plusieurs millions de dollars, ai-je observé, un timing intéressant. Le visage de mon père s'est à nouveau durci. Tu n'as aucune idée de ce que nous avons traversé à vivre dans la pauvreté pendant que ma sœur profitait d'une richesse qui aurait dû être partagée avec toute notre famille. Vivien a bâti cette richesse elle-même, ai-je rétorqué. Elle a travaillé 16 heures par jour pendant des décennies. Qu'avez-vous contribué exactement pour mériter une part? Je suis son frère, a-t-il crié. Et ton père? La biologie n'est pas un programme d'aide sociale, ai-je dit. L'influence pragmatique de tante Vivien était évidente dans ma réponse. Tu ne peux pas abandonner tes responsabilités pendant 15 ans et ensuite te présenter en attendant des récompenses. Ma mère s'est effondrée sur une chaise antique, sanglotant de manière dramatique. Comment es-tu devenu si sans cœur? Ce n'est pas comme ça que nous t'avons élevé. Vous ne m'avez pas élevé, lui ai-je rappelé. Vous êtes parti avant que le travail ne soit terminé. Vivien l'a terminé. Les feux de sécurité ont clignoté à l'extérieur alors qu'une voiture de police se gara dans l'allée. J'avais demandé à Thompson d'organiser des contrôles périodiques de la maison, anticipant cette confrontation. Ce seront les policiers, les ai-je informés. Vous devriez partir maintenant. Ce n'est pas fini, a menacé mon père, attrapant mon bras. Tu penses avoir gagné, mais nous pouvons te rendre la vie très difficile. Nous pouvons dire des histoires sur cette femme qui ternirait sa précieuse réputation. Je me suis dégagé de sa prise. Chaque menace que vous faites est enregistrée, ai-je dit, désignant la caméra de sécurité dans le coin du hall. Vivant les a installés il y a des années après votre première tentative de lui extorquer de l'argent. Son visage est devenu pâle alors qu'il réalisait les implications. Tout ce que je dis ou fais maintenant pourrait potentiellement être utilisé contre moi au tribunal. Viens, murmura-t-il à ma mère. Elle n'en vaut pas la peine. Ces mots me rejetant comme une simple contrariété plutôt qu'une fille. Ils avaient vraiment manqué, on confirmait tout. Il ne s'agissait jamais de réconciliation. Il s'agissait toujours d'argent. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, ma mère s'est retournée. Tu le regretteras quand tu seras seul avec rien d'autre que de l'argent pour te réconforter. La famille est tout. Je suis d'accord, ai-je dit. Vivien était ma famille. Vous étiez simplement des donneurs biologiques qui n'ont pas respecté vos engagements. Après leur départ, j'ai regardé par la fenêtre alors que l'officier de police les arrêtait dans l'allée. Il y a eu une conversation brève et tendue avant qu'ils ne repartent. Je me suis effondré sur le sol, l'adrénaline s'épuisant. Pendant 15 ans, j'avais porté une blessure qui ne guérissait jamais complètement, espérant un jour une explication qui donnerait un sens à leur abandon. Maintenant, j'avais ma réponse, et bien qu'elle ait apporté de la douleur, elle a aussi apporté de la clarté. Thompson a appelé 1 heure plus tard pour prendre de mes nouvelles. Ils ont été officiellement informés de l'ordonnance restrictive, m'a-t-il informé. Ils ne peuvent légalement pas s'approcher à moins de 500 pieds de toi ni te contacter directement. Ils ont dit que ce n'était pas fini, ai-je dit. Je lui ai dit qu'il pourrait causer des problèmes. Des menaces vides, m'a-t-il assuré. La documentation que nous avons rendrait toute contestation juridique futile et potentiellement une responsabilité pénale pour eux. Ils ont été payés pour renoncer à la garde et ont ensuite essayé d'en extorquer davantage à plusieurs reprises. Aucun tribunal ne regarderait favorablement cette histoire. Après avoir raccroché, j'ai erré dans la maison de tante Vivien, la voyant avec de nouveaux yeux, la salle à manger formelle, où elle m'avait appris les bonnes manières à table, le bureau, où nous avions étudié ensemble les rapports commerciaux, le jardin, où elle m'avait parfois rejoint pour le café du matin dans un silence confortable. Dans sa chambre, que je n'avais pas visitée depuis sa mort, j'ai trouvé une petite boîte en bois sur sa table de nuit que je n'avais jamais remarquée auparavant. À l'intérieur se trouvait une collection d'objets qui m'ont stupéfaite. Des bulletins scolaires, des photos de classe, des coupures de journaux sur des prix académiques que j'avais reçus, même le programme de ma remise de diplôme universitaire avec mon nom en surbrillance. Sous ces souvenirs se trouvait une autre enveloppe scellée portant mon nom. Contrairement à la lettre officielle que Thompson m'avait présentée, cette note était écrite sur du papier à lettres personnelles. Hélène, commençait-elle simplement, je n'ai jamais été douée pour exprimer mes émotions.
Ma génération et mon éducation décourageaient de tels spectacles, mais alors que j'affronte ma mortalité, je regrette cette limitation. Alors laissez-moi dire clairement ce qui aurait dû être dit il y a des années. Je t'aime, non par obligation ou par devoir, mais à cause de qui tu es. Ta résilience, ton intelligence et ta capacité de gentillesse malgré la trahison précoce ont été la plus grande joie de ma vie à observer. Je ne t'ai pas donné la vie, mais te regarder vivre a été mon privilège. Les papiers d'adoption légale ont été signés il y a des années, non pas pour ta protection, mais pour ma tranquillité d'esprit. Je voulais que le monde sache que tu étais ma fille dans tous les sens qui comptaient. Porte-toi bien, sois sage. Sois heureuse, maman. Ce dernier mot, jamais prononcé entre nous de notre vivant, a brisé quelque chose en moi. J'ai pleuré cette nuit-là, non pas pour les parents qui étaient revenus avec des motivations égoïstes, mais pour celui qui n'avait jamais revendiqué le titre, mais l'avait gagné complètement. 6 mois se sont écoulés depuis cette confrontation finale avec mes parents biologiques. Selon Thomson, ils sont retournés en Arizona après une tentative infructueuse de contacter le journal local avec des révélations sur tante Vivien. Le rédacteur en chef, un vieil ami de Vivien, avait immédiatement appelé Thomson à la place. La maison me semble maintenant mienne. J'ai repeint certaines pièces, réarrangé les meubles et ajouté des touches qui reflètent mon propre goût, tout en honorant les sensibilités élégantes de Vivien. La salle à manger formelle sert maintenant de bureau à domicile, avec de grands moniteurs un peu incongrus sur la table en acajou antique où Vivien organisait autrefois des dîners d'affaires. L'entreprise continue de prospérer sous ma direction. J'ai mis en œuvre quelques stratégies de modernisation que Vivien avait résisté, notamment en marketing en ligne et en gestion des stocks. Notre présence sur le web s'est considérablement élargie et nous avons ouvert 2 nouveaux points de vente. Les employés qui connaissaient et respectaient Vivien ont transféré cette loyauté à moi. Beaucoup exprimant qu'ils voient son influence dans mon style de gestion. Le projet le plus significatif a peut-être été la création de la Fondation Vivian Hugues pour la reconnexion familiale. En utilisant une partie de l'héritage, j'ai créé une organisation à but non lucratif qui soutient les enfants ayant connu l'abandon ou la séparation familiale. Nous offrons thérapie, opportunités éducatives et logements de transition pour les jeunes adultes quittant le système de placement familial. Grâce à la Fondation, j'ai rencontré d'autres personnes ayant des histoires similaires à la mienne. Certains ont trouvé la réconciliation avec leur famille biologique. D'autres ont créé des familles choisies parmi les amis et les mentors. Chaque voyage est unique, mais le fil conducteur est le besoin humain de relations stables et constantes. Ma propre thérapie s'est poursuivie, se concentrant désormais moins sur l'abandon initial et plus sur le traitement des émotions complexes soulevées par le retour de mes parents et leur véritable motivation. Le docteur Freeman m'a aidé à comprendre que la clôture vient parfois sous des formes inattendues. Le fantasme de la réconciliation remplit souvent un rôle dans le processus de guérison. Elle a expliqué lors d'une récente séance, mais la réalité correspond rarement au fantasme. Parfois, la plus grande croissance vient de l'acceptation de ce qui ne peut être réparé et de la construction de quelque chose de nouveau à la place. Il y a 3 mois, j'ai reçu une lettre de ma mère. Contrairement à leur communication précédente, celle-ci ne contenait aucune demande ni aucune exigence, juste une simple reconnaissance de mes faits et une expression de regret qui semblait pour une fois sincère. Je n'ai pas encore répondu. Je ne le ferai peut-être jamais. La lettre est dans le tiroir de mon bureau, ni rejetée ni embrassée, pendant que j'envisage ce que, le cas échéant, je veux de cette connexion. J'ai trouvé un réconfort inattendu dans des relations que j'avais auparavant considérées comme acquises. Madame Bentley, la femme de ménage de Vivien, vient toujours 2 fois par semaine. Elle m'a lentement raconté des histoires sur Vivien d'avant mon arrivée, peignant un tableau plus complet de la femme qui est devenue ma véritable mère. Elle avait très peur quand tu es arrivé pour la première fois, m'a confié Madame Bentley récemment. Elle n'a jamais voulu d'enfant, elle n'a jamais pensé avoir le tempérament pour la maternité. La première nuit après ton arrivée, je l'ai trouvée dans la cuisine à 3 heures du matin en train de rechercher des livres sur le développement de l'enfant en ligne. Ces aperçus des préoccupations et des efforts privés de Vivien me touchent profondément. Elle avait assumé une responsabilité qu'elle n'avait jamais recherchée, mais l'a remplie avec le soin et l'engagement caractéristiques. Thomson est également devenu une présence régulière dans ma vie, se joignant à moi pour dîner chaque mois et offrant des conseils sur les affaires et les questions personnelles. En tant que mon parrain, il a adopté un rôle plus oncle que ce que son comportement formel précédent ne le suggérait. Vivien serait fier, m'a-t-il dit récemment alors que nous examinions le premier rapport trimestriel de la Fondation, non seulement de ton sens des affaires, mais de ta résilience.
Elle craignait constamment que tes premières expériences ne te rendent amère ou méfiante. Au lieu de cela, tu as canalisé cette expérience pour aider les autres. J'ai recommencé à sortir après avoir mis de côté la romance pendant la maladie de Vivien et les complications juridiques qui ont suivi. Rien de sérieux pour l'instant, mais je me retrouve à aborder les relations avec des limites et des attentes plus claires. L'exemple de Vivien m'a appris que l'amour doit être démontré par des actions constantes, et non simplement professé dans des moments opportuns. Le changement le plus profond a été interne. La question qui m'a hanté pendant 15 ans, pourquoi m'ont-ils abandonné? N'a plus le même pouvoir. Je comprends maintenant que leur départ reflétait leurs limites, pas ma valeur. Plus important encore, je reconnais que la décision de Vivien de rester, de s'engager, de se présenter jour après jour était le choix le plus important. Le week-end dernier, je suis allé au cimetière de Vivien avec des fleurs fraîches. La pierre tombale est en élégant granit noir avec une inscription simple, exactement comme elle l'avait spécifié. J'ai fait ajouter une petite inscription après la révélation de l'adoption. Le mot Homer gravé sous son nom. En me tenant là, j'ai réalisé que la famille n'est pas définie par le sang ou les documents légaux, mais par les 1000 petits choix faits chaque jour. Qui se présente? Qui reste? Qui dit les vérités difficiles? Qui crée la sécurité plutôt que le chaos? Vivien m'a appris par l'exemple que la richesse ne se mesure pas uniquement en termes financiers. La vraie abondance vient de l'intégrité, des engagements honorés, de la confiance bâtie lentement et entretenue avec soin. Ce sont les valeurs que je transmets, son héritage le plus précieux. L'héritage qu'elle m'a laissé s'étendait bien au-delà des biens immobiliers et des investissements. Elle m'a donné un modèle pour vivre avec dignité et but. Elle m'a montré que la famille choisie peut être plus forte que les liens biologiques. Et elle a démontré que l'amour n'a pas besoin d'être fréquemment exprimé pour être profondément ressenti. Je ne saurai jamais si mes parents biologiques regrettent vraiment leurs actions ou simplement regrettent d'avoir perdu l'accès aux ressources financières. En fin de compte, leur motivation compte moins que je ne le pensais autrefois. Ce qui compte, c'est la vie que je choisis de construire à l'avenir. Les relations que je nourris et l'héritage que je crée. Avez-vous jamais dû redéfinir votre compréhension de la famille? Pensez-vous que les liens du sang méritent automatiquement le pardon ou les relations doivent-elles être gagnées par des soins et un respect constant? J'aimerais connaître vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne pour plus d'expériences de vie réelle. Et si vous connaissez quelqu'un qui lutte avec des problèmes familiaux et qui pourrait trouver du réconfort dans ce parcours, veuillez partager cette vidéo avec lui. Merci d'avoir écouté mon histoire et rappelez-vous que parfois la famille que nous choisissons apporte plus de guérison que la famille dans laquelle nous sommes nés.